Si vous avez plus de 60 ans et ressentez un vide grandissant dans votre poitrine chaque jour, vous devez savoir que certaines habitudes émotionnelles apparemment inoffensives pourraient transformer la tristesse naturelle en une souffrance dévastatrice qui vous prive de joie dans vos dernières années. Hier matin, je faisais la queue à la banque lorsque j'ai été témoin d'un événement qui m'a profondément perturbée. Un homme d'environ 68 ans, aux cheveux gris soigneusement peignés et vêtu d'un costume discret mais soigné, serrait fermement une lettre dans ses mains tremblantes. D'après les fragments que j'ai entendus, il s'agissait d'une lettre de son fils, qui vit à l'étranger depuis 15 ans. Ce qui a retenu mon attention, ce n'était pas la lettre elle-même, mais la réaction de l'homme à son contenu. J'ai vu son visage se contracter lentement, comme si chaque mot était un petit coup de poignard. Il a murmuré quelque chose comme « Encore un an sans visite », puis a fait quelque chose qui m'a glacé le sang. Il a mis la lettre dans sa poche, a pris une grande inspiration et a esquissé un sourire forcé au caissier, comme si de rien n'était. À ce moment-là, j'ai reconnu les signes d'un phénomène que j'observais avec une fréquence alarmante chez les personnes de plus de 60 ans. Il ne s'agissait pas seulement de tristesse face à l'éloignement de leur fils, c'était une façon de gérer la douleur émotionnelle destructrice qui amplifiait silencieusement et dangereusement leur souffrance. Vous faites peut-être exactement la même chose en ce moment, sans vous rendre compte que vous intensifiez votre propre tristesse à travers 5 erreurs émotionnelles spécifiques que la plupart des personnes âgées commettent quotidiennement. La première erreur est si courante qu'elle paraît naturelle. La deuxième est enseignée par la société elle-même comme une vertu. La troisième touche particulièrement ceux qui ont perdu leur partenaire. La quatrième touche particulièrement ceux dont les enfants ont déménagé. Et la cinquième est la plus cruelle de toutes, car elle survient précisément au moment où l'on a le plus besoin de relations humaines. Chacune de ces erreurs agit comme un amplificateur silencieux de tristesse, transformant une mélancolie passagère en douleur chronique qui érode la volonté de vivre. Le plus effrayant, c'est que plus on les pratique, plus elles deviennent automatiques, créant un cercle vicieux qui peut anéantir toute la joie de vivre de nos vieux jours. Les neurosciences de la tristesse liée à la vieillesse révèlent que notre cerveau traite les émotions différemment après 60 ans. Nous perdons naturellement certains des filtres émotionnels qui nous protégeaient plus jeunes. Cela signifie que des erreurs autrefois passées inaperçues ont désormais le pouvoir de nous dévaster complètement. Si vous reconnaissez ce sentiment de vide qui ne veut pas disparaître, cette tristesse qui semble avoir élu domicile de façon permanente dans votre poitrine, ou si vous avez l'impression de vivre dans un brouillard émotionnel constant, cela pourrait être le moment le plus important de votre vie émotionnelle. Tapez « Oui » maintenant si vous reconnaissez cette douleur dans votre vie, car ce que je vais vous révéler dans les prochaines minutes pourrait faire la différence entre vivre vos prochaines années dans la tristesse ou redécouvrir la joie que vous pensiez avoir perdue à jamais. Ce monsieur dans la file d'attente de la banque s'appelle Antonio. Je le sais car 3 semaines plus tard, il était à mon bureau, recommandé par sa fille, qui habite dans la ville voisine. Elle avait remarqué que son père était différent dans ses appels téléphoniques, plus distant, plus résigné, comme s'il disait lentement adieu à la vie. Quand Antonio s'est assis en face de moi, j'ai immédiatement reconnu l'homme de la file d'attente à la banque. Mais maintenant, sans le masque social qu'il portait ce jour-là, je pouvais voir l'ampleur de sa souffrance. Ses épaules voûtées n'étaient pas seulement dues à l'âge. Son air perdu n'était pas seulement dû à la fatigue. C'était l'attitude de quelqu'un qui avait renoncé au bonheur. Son histoire a commencé il y a 2 ans, lorsque sa femme est décédée des suites d'une longue maladie. Ses 3 enfants, tous des professionnels accomplis, ont déménagé dans d'autres États et pays à la recherche de meilleures opportunités. Les appels sont devenus plus espacés. Les visites se sont faites plus rares. Et Antonio, sans s'en rendre compte, a commencé à commettre les 5 erreurs émotionnelles qui ont transformé le deuil naturel en un enfer silencieux. La première erreur a commencé peu après les funérailles de sa femme. Chaque fois qu'il ressentait le besoin de pleurer, de parler d'elle, d'exprimer son désir, Antonio se réprimait. « Les hommes ne pleurent pas », se disait-il. « Je dois être fort. »
Ce qu'il ignorait, c'est qu'il commettait l'erreur émotionnelle la plus dévastatrice pour les personnes âgées: refouler systématiquement son chagrin. La deuxième erreur se cachait sous la forme d'une gentillesse. Lorsque ses enfants l'appelaient, inquiets de son état, Antonio répondait toujours: « Je vais bien, ne vous inquiétez pas pour moi. » Même quand il n'allait pas bien, même quand la solitude le rongeait. Il pensait protéger ses enfants, mais il s'isolait émotionnellement d'eux. La troisième erreur est apparue dans les petites routines quotidiennes. Antonio a cessé de faire des projets. Il a cessé de rêver. Il a cessé d'imaginer un avenir différent. Chaque jour est devenu une répétition mécanique du précédent, car il pensait que, à mon âge, ça ne vaut plus la peine de rêver. La quatrième erreur fut la plus subtile et peut-être la plus cruelle. Antonio se mit à comparer constamment sa vie présente avec le passé. Chaque photo de sa femme était un coup de poignard dans le dos. Chaque souvenir heureux devenait source de souffrance. Il utilisait ses propres souvenirs comme des armes contre lui-même. Et la cinquième erreur, la plus dangereuse de toutes, se reproduisait chaque fois que quelqu'un essayait de l'aider. Des voisins l'invitaient à prendre un café, mais il déclinait. Sa fille lui proposait des activités, mais il s'excusait. Antonio rejetait systématiquement toute forme de contact humain, précisément au moment où il en avait le plus besoin. Au cours de notre conversation, j'ai compris qu'Antonio n'était pas seulement en deuil. Il était lentement détruit par ces 5 schémas émotionnels qui amplifiaient sa tristesse naturelle chaque jour. Plus tragique encore, il ignorait qu'il sabotait son propre rétablissement émotionnel. Mais quelque chose d'extraordinaire s'est produit. Lorsque j'ai expliqué à Antonio le fonctionnement exact de chacune de ses erreurs et lui ai montré des solutions concrètes, j'ai vu une lumière s'allumer dans ses yeux pour la première fois depuis 2 ans. La transformation n'a pas été magique ni immédiate, mais elle était réelle. Et si vous faites les mêmes erreurs aujourd'hui, sachez qu'il existe une solution pour vous aussi. La première erreur qui a détruit émotionnellement Antonio et qui vous fait peut-être le même effet est une vertu que notre génération a apprise: réprimer les émotions négatives. On a surtout appris aux hommes de notre époque que pleurer est une faiblesse, que la tristesse doit être cachée, que montrer sa vulnérabilité est honteux. Les neurosciences du vieillissement émotionnel révèlent quelque chose de surprenant à ce sujet. Lorsque nous refoulons systématiquement nos émotions après 60 ans, notre cerveau interprète cette répression comme une menace constante. Résultat, la tristesse, au lieu de s'infiltrer naturellement et de se dissiper, stagne dans notre système émotionnel comme une infection qui ne guérit pas. Antonio m'a avoué que, depuis la mort de sa femme, il n'avait jamais pleuré pleinement. Chaque fois que les larmes lui montaient, il les refoulait. « Elle ne voudrait pas me voir comme ça », disait-il. Ce qu'il ne réalisait pas, c'est qu'il créait un barrage émotionnel qui augmentait la pression intérieure de jour en jour. La première correction que j'enseigne est ce que j'appelle le protocole des larmes sacrées. Il ne s'agit pas de pleurer sans retenue, mais de laisser les émotions s'exprimer quand elles en ont besoin. Voici comment cela fonctionne. Lorsque vous sentez la tristesse arriver, au lieu de la réprimer, accordez-vous exactement 5 minutes pour la ressentir pleinement. Choisissez un endroit intime chez vous, un fauteuil ou même la salle de bain. Asseyez-vous, respirez profondément et dites à voix haute « Je m'autorise à ressentir cette douleur maintenant ». Puis, laissez couler les larmes, sans jugement, sans précipitation. N'essayez pas de comprendre ou de résoudre quoi que ce soit. Ressentez simplement. Ce qui se passe neurologiquement pendant ces 5 minutes est extraordinaire. Les larmes évacuent les hormones du stress. Une respiration irrégulière pendant les pleurs libère la tension musculaire accumulée. Et surtout, votre cerveau enregistre que vous ne fuyez pas l'émotion, ce qui met fin à cet état d'alerte permanent qui intensifie la tristesse. Antonio a d'abord résisté. « Docteur, un homme de mon âge ne pleure pas. » Mais quand je lui ai expliqué que je suivais un traitement et que je n'abandonnais pas, il a accepté d'essayer. La première fois a été difficile, la deuxième, un peu moins. La 3e semaine, il m'a dit quelque chose que je n'oublierai jamais. « Docteur, pour la première fois depuis 2 ans, j'ai pleuré et je me suis sentie soulagée après. »
La deuxième erreur qui accentue la tristesse avec l'âge est ce que j'appelle le masque de la force. C'est quand on cache systématiquement sa souffrance à ceux qu'on aime le plus, en se croyant fort ou protecteur. Antonio le faisait religieusement avec ses enfants. Chaque appel téléphonique était une démonstration de bonheur qui le laissait épuisé. La solution à ce problème est le protocole de vérité progressive. Il ne s'agit pas de déverser toute sa tristesse sur les autres, mais de laisser sa vulnérabilité émerger à petite dose. La prochaine fois qu'un enfant appelle ou qu'un ami vient lui rendre visite, au lieu de dire « je vais bien », essayez de dire « c'était une journée difficile aujourd'hui » ou « tu me manques encore plus aujourd'hui ». La peur d'être un fardeau émotionnel pour les autres est compréhensible, mais en réalité, vos proches sentent déjà que quelque chose ne va pas. Mentir sur votre état émotionnel crée une distance artificielle qui ne fait qu'accroître la solitude. Au contraire, une honnêteté émotionnelle progressive crée des opportunités de liens plus profonds et plus authentiques. La troisième erreur émotionnelle que j'observe régulièrement chez des patients comme Antonio est la mort prématurée des rêves. Elle survient lorsque l'on cesse complètement de faire des projets d'avenir, comme si la vie était déjà terminée simplement parce que l'on a atteint 60, 70 ans ou plus. C'est dévastateur, car cela nous prive de tout espoir de bonheur futur. Antonio avait vendu le matériel de peinture qu'il utilisait pour ses loisirs. Il avait résilié son abonnement au magazine de jardinage. Il avait arrêté de planifier les petits voyages qu'il avait toujours rêvé de faire. Quand je lui ai demandé pourquoi, il m'a répondu par une phrase que j'entends souvent. « Docteur, à mon âge, pourquoi rêver ?» La neuroplasticité cérébrale n'a pas de date d'expiration. Des études sur le vieillissement cognitif montrent que les cerveaux de 70 et 80 ans sont encore capables de créer de nouvelles connexions neuronales lorsqu'ils sont stimulés par des projets et des attentes futures. Arrêter de rêver entraîne une atrophie des zones cérébrales responsables du plaisir et de la motivation. La correction que j'appelle micro-rêve thérapeutique est étonnamment efficace. Il ne s'agit pas de planifier un voyage autour du monde, mais de créer de petites attentes concrètes pour les jours, les semaines et les mois à venir. Il peut s'agir d'essayer une nouvelle recette, de regarder une série recommandée ou même de réaménager une pièce de la maison. Le secret réside dans le concret et la proximité temporelle. Chaque dimanche soir, avant de vous coucher, notez 3 choses précises que vous souhaitez faire la semaine suivante. Elles peuvent être simples: acheter une nouvelle plante, appeler un vieil ami ou faire une promenade dans une autre rue de votre quartier. Antonio commença par noter des choses simples: préparer le gâteau préféré de Maria mercredi, organiser le tiroir à outils samedi. Cela semblait insignifiant, mais son esprit commença à se réorganiser autour de ces petites attentes. En un mois, il reprit la peinture. La 4e erreur est peut-être la plus cruelle, car elle utilise ses propres souvenirs heureux comme punition. Voilà ce qui arrive quand on transforme chaque bon souvenir en source de souffrance présente. Antonio ne pouvait plus regarder les photos de sa femme sans se torturer. Chaque souvenir heureux devenait la preuve qu'il ne serait plus jamais heureux. Il existe une différence neurologique fondamentale entre la nostalgie saine et la nostalgie toxique. La nostalgie saine honore le passé en vous permettant de rester connecté à vous-même. La nostalgie toxique utilise le passé pour punir le présent et renoncer à l'avenir. La technique de recadrage commémoratif que j'enseigne fonctionne ainsi. Lorsqu'un souvenir vous fait souffrir, au lieu de le fuir ou de vous rebeller, demandez-vous « Qu'est-ce que ce souvenir m'apprend sur ma capacité à aimer et à être aimé ?» Déplacez votre attention de la perte vers la capacité. Par exemple, quand Antonio a vu sa photo de mariage, au lieu de penser « Je ne reverrai plus jamais ça », il a appris à penser « Quelle chance j'ai eue d'avoir vécu un amour pareil ». Le même souvenir, mais traité de manière à nourrir plutôt qu'à détruire. Je me suis exercée à cela avec lui pendant des semaines. Chaque souvenir douloureux était retravaillé, non pas pour minimiser la perte, mais pour extraire la preuve de sa capacité à établir une connexion profonde. Progressivement, les photos sont revenues dans la pièce. Les souvenirs sont redevenus des trésors, et non plus une torture.
La cinquième erreur est la plus dangereuse, car elle se produit exactement au moment où vous avez le plus besoin d'aide. Le refus systématique des relations humaines sincèrement proposées. Léla, cinquième erreur qui tuait lentement Antonio, et qui pourrait bien vous faire le même effet, est le protecteur social autodestructeur. Cela se produit lorsque vous rejetez systématiquement toute offre sincère de contact humain au moment même où vous en avez le plus besoin. Antonio avait développé un arsenal d'excuses pour repousser les gens. Lorsque Donna Carmen, sa voisine de 72 ans, l'invita à prendre un café, il prétexta être occupé. Lorsque son frère proposa un déjeuner dominical, il invoqua un mal de dos. Lorsque sa fille proposa un appel vidéo avec ses petits-enfants, il prétendit ne rien comprendre à la technologie. Le mécanisme sous-jacent est complexe et cruel. Une profonde tristesse crée une distorsion cognitive qui vous fait croire que vous êtes un fardeau pour les autres, que votre compagnie est désagréable, que vous protégez les autres en vous retirant. En réalité, vous creusez un gouffre émotionnel toujours plus profond. La neurobiologie de la solitude après 60 ans montre que l'isolement social volontaire active les mêmes zones cérébrales que la douleur physique. Rejeter les relations humaines est littéralement aussi douloureux qu'une blessure physique. Pire encore, chaque rejet renforce le schéma neuronal qui interprète les autres comme des menaces plutôt que comme des opportunités de guérison. La correction que j'appelle le protocole d'acceptation progressive a sauvé Antonio et peut vous sauver aussi. Il ne s'agit pas d'accepter toutes les invitations sociales d'un coup, mais de créer un système qui vous permette de dire « oui » à dose thérapeutique. Voici comment procéder. Chaque semaine, engagez-vous à accepter au moins une invitation sociale, aussi petite soit-elle. Il peut s'agir d'aller prendre un café avec un voisin, de répondre à un appel que vous laisseriez normalement sonner, ou même de répondre à un message WhatsApp plus chaleureusement que d'habitude. Le secret réside dans une progression progressive. La première semaine, limitez-vous à une activité qui ne dure pas plus de 30 minutes. La deuxième semaine, cela pourrait être 1 heure. L'objectif n'est pas de devenir sociable du jour au lendemain, mais de réentraîner votre cerveau à percevoir les relations humaines comme une source de soulagement et non de stress. Antonio avait initialement accepté de prendre un café avec Donna Carmen pendant seulement 15 minutes. Il avait alors réglé l'alarme de son téléphone, prétextant poliment son départ. Mais un événement intéressant s'est produit. Pour la première fois depuis des mois, il a ri sincèrement d'une remarque qu'elle avait faite à propos de son chat espiègle. Au cours des semaines suivantes, il a progressivement augmenté son temps de socialisation. Il déjeunait avec son frère, il discutait en vidéo avec ses petits-enfants, il a commencé à assister à la messe non seulement pour la foi, mais aussi pour les conversations qui l'accompagnaient. 6 mois plus tard, Antonio m'a dit quelque chose qui résume parfaitement le pouvoir de cette correction. « Docteur, j'ai découvert que ma tristesse est divisée par 2 lorsqu'elle est partagée, et ma joie est doublée lorsqu'elle est partagée avec quelqu'un. Le plus extraordinaire avec ces 5 protocoles de correction émotionnelle, c'est qu'ils fonctionnent en synergie. En laissant libre cours à ses émotions, il devient plus facile d'être honnête avec ses proches. En créant de petits rêves, les souvenirs douloureux se transforment en carburant pour de nouveaux projets. Et en privilégiant les relations humaines, le processus s'accélère de manière exponentielle. Inscrivez-vous dès maintenant et activez la cloche, car ce qui suit pourrait vous sauver la vie émotionnelle. Je vais vous révéler comment ces 5 erreurs sont liées à un aspect que la plupart des médecins ignorent sur la tristesse des seniors. Ce que la plupart des professionnels de santé ignorent à propos de la tristesse liée à la vieillesse, c'est qu'il ne s'agit pas d'un simple symptôme émotionnel isolé. C'est le signe que le cerveau subit une profonde réorganisation neurologique qui, si elle est mal gérée, peut accélérer le déclin cognitif et même réduire l'espérance de vie. En observant des centaines de patients comme Antonio au fil des ans, j'ai identifié une tendance alarmante. Ceux qui persistent dans les 5 erreurs émotionnelles que j'ai décrites développent ce que j'appelle un syndrome de déconnexion neuronale progressive. Privé de stimuli émotionnels positifs, le cerveau commence à désactiver les zones responsables de la mémoire, de la créativité
et même de la coordination motrice. Antonio, par exemple, souffrait d'un brouillard cérébral qu'il attribuait à l'âge. Il oubliait des noms, perdait des objets et avait du mal à se concentrer en lecture. Ce qu'il ignorait, c'est que ces symptômes n'étaient pas causés par le vieillissement naturel, mais par la façon dont il gérait ses émotions. La découverte la plus marquante en neurosciences du vieillissement émotionnel est que notre cerveau, après 60 ans, possède une extraordinaire capacité de régénération, mais uniquement lorsqu'il reçoit les stimuli appropriés. Les émotions saines et traitées agissent comme un fertilisant neuronal. Les émotions refoulées ou mal dirigées agissent comme un poison. Lorsqu'Antonio a commencé à appliquer les 5 protocoles de correction émotionnelle, un phénomène surprenant s'est produit, au-delà d'une simple amélioration de son humeur. Sa mémoire est devenue plus vive. Il a recommencé à lire des livres entiers. Il a retrouvé la coordination nécessaire pour peindre les petits détails de ses toiles. C'était comme si son cerveau tout entier s'était réveillé d'un profond sommeil. Des études longitudinales menées auprès de personnes âgées montrent que celles qui maintiennent une gestion émotionnelle saine préservent non seulement leur bien-être psychologique, mais aussi leur fonction cognitive beaucoup plus longtemps. La différence peut représenter des décennies de clarté mentale préservée. Mais un détail crucial peut accélérer ou saboter complètement ce processus de récupération neuronale, le timing. Chacune de ces 5 erreurs a un pic dans la journée, et les corriger au bon moment peut améliorer les résultats jusqu'à 300%. Par exemple, la première erreur, la répression émotionnelle, atteint son apogée destructrice entre 15 heures et 18 heures, lorsque le taux de cortisol augmente naturellement. C'est précisément à ce moment-là que la thérapie des larmes sacrées est la plus efficace. Antonio a constaté que pleurer à 16 heures le calmait pour le reste de la journée et améliorait même la qualité de son sommeil. La 5e erreur, le bouclier social, est particulièrement destructrice le matin, entre 8 et 11 heures, lorsque le cerveau est le plus réceptif aux stimuli sociaux. C'est pourquoi j'insiste pour que les appels téléphoniques importants et les réunions en personne aient lieu à ce moment-là, lorsque la résistance émotionnelle est naturellement plus faible. Partagez ceci avec quelqu'un qui a besoin de l'entendre aujourd'hui. Cela pourrait faire la différence entre le fait qu'un être cher continue de sombrer dans la tristesse ou qu'il découvre qu'il y a encore un réel espoir de bonheur dans la vieillesse. Pour que les 5 protocoles de correction émotionnelle fonctionnent de manière durable, je dois partager quelque chose que j'ai découvert en observant les patients qui ont obtenu des transformations durables par rapport à ceux qui ont retombé dans une profonde tristesse. Il existe une routine quotidienne anti-tristesse qui fonctionne comme un entretien préventif pour le bien-être émotionnel. Antonio, après avoir maîtrisé les 5 corrections de base, avait encore des jours difficiles. Des jours où la tristesse revenait comme une vague inattendue. C'est alors que j'ai développé pour lui un protocole de maintien émotionnel qui a réduit ses rechutes de 80%. La routine commence dès le réveil, avant même de sortir du lit. Prenez 2 minutes pour faire ce que j'appelle un inventaire de gratitude corporelle. Il ne s'agit pas de feindre la joie, mais de reconnaître les fonctions fondamentales. Mes yeux se sont ouverts, mes poumons respirent, mon cœur bat. Cela paraît simple, mais cela vous reconnecte à la vie qui palpite encore dans votre corps. Entre 10 heures et 11 heures, appliquez la règle du contact humain minimal. Chaque jour, sans exception, ayez au moins une véritable interaction sociale. Il peut s'agir de saluer le portier dans les yeux, d'échanger quelques mots avec quelqu'un à la pharmacie ou d'appeler un proche pour prendre de ses nouvelles. L'objectif n'est pas d'avoir de longues conversations, mais de maintenir actifs les circuits neuronaux du lien social. L'après-midi, entre 14 heures et 16 heures, pratiquez ce que j'appelle la micro-créativité thérapeutique. Consacrez 15 minutes à une activité manuelle. Dessiner, cuisiner, ranger un coin de la maison, prendre soin d'une plante. La créativité manuelle active des zones cérébrales qui combattent directement les circuits de la tristesse chronique. Le moment le plus crucial de la routine se situe à 18 heures.
C'est à ce moment-là que nous mettons en œuvre le rituel de réflexion constructive. Au lieu de laisser votre esprit ruminer les pertes et la tristesse, consacrez 10 minutes à faire le point sur la journée en vous concentrant sur 3 catégories spécifiques. Une chose qui a bien fonctionné, une petite joie que vous avez remarquée et une personne pour laquelle vous ressentez de l'affection. Antonio a d'abord résisté. « Docteur, certains jours, il n'y a rien de bon à signaler. Mais j'ai insisté. Il y en a toujours. Il peut s'agir de se réveiller sans douleur, d'avoir réussi à manger un bon repas, ou simplement de survivre à une autre journée difficile. Le cerveau doit s'entraîner à remarquer ce qui fonctionne, pas seulement ce qui ne va pas. Avant de vous coucher, appliquez la technique de l'intention positive. Au lieu de vous coucher inquiet ou plein de regrets, fixez-vous une intention simple pour le lendemain. Demain, j'arroserai les plantes en pleine conscience. Ou, demain, j'écouterai ma musique préférée. L'objectif n'a pas besoin d'être ambitieux, il doit être précis et réalisable. La clé de cette routine réside dans la constance et non dans la perfection. Antonio m'a confié qu'après 3 semaines de suivi de ce protocole, il avait commencé à avoir l'impression de réhabiter sa propre vie, plutôt que de simplement la survivre. Commentez maintenant. Laquelle de ces 5 erreurs émotionnelles reconnaissez-vous le plus dans votre vie, afin que je sache comment je peux vous aider davantage dans les semaines à venir? 6 mois après cette rencontre dans la file d'attente de la banque, Antonio est revenu à mon cabinet. Non pas en tant que patient, mais pour m'apporter une toile qu'il avait peinte. C'était un coucher de soleil sur un champ de fleurs, mais ce qui a le plus retenu mon attention, ce sont les détails. Chaque fleur était peinte avec un soin méticuleux. Chaque nuage présentait de subtils dégradés de couleurs. C'était l'œuvre de quelqu'un qui avait retrouvé non seulement la joie, mais aussi l'espoir. « Docteur, m'a-t-il dit, sachez que je ne suis pas guéri de mon désir. Maria me manque encore chaque jour, mais j'ai appris la différence entre être triste et vivre dans la tristesse. » Cette phrase résume parfaitement ce que je veux vous faire comprendre aujourd'hui. La tristesse liée à la vieillesse n'est pas une condamnation à perpétuité. Ce n'est pas le prix inévitable d'une vie trop longue ou de la perte d'être cher. C'est une émotion humaine naturelle qui, bien gérée, peut même se transformer en sagesse émotionnelle et en une capacité accrue à aimer. Les 5 erreurs que j'ai révélées aujourd'hui, la répression émotionnelle, le masque de la force, la mort prématurée des rêves, la nostalgie toxique et le bouclier social autodestructeur, sont des schémas acquis. Et tout ce qui a été appris peut être désappris, quel que soit l'âge. Vous n'êtes pas obligé d'accepter que vos plus belles années sont révolues. Vous n'êtes pas obligé de vous résigner à l'idée que la vraie joie appartient au passé. Vous n'êtes pas obligé de faire semblant d'aller bien alors que ce n'est pas le cas, ni de vous isoler en pensant protéger les autres de votre souffrance. Votre tristesse est légitime. Vos pertes sont réelles. Votre douleur mérite d'être honorée. Mais vous méritez bien plus que de simplement survivre à ce qui vous reste de votre vie. Vous méritez de redécouvrir qu'il y a encore assez de lumière en vous pour illuminer non seulement vos journées, mais aussi celles de ceux qui ont besoin de votre expérience, de votre affection, de votre présence. Antonio participe désormais à un groupe de peinture pour seniors. Il enseigne des techniques aux débutants. Il s'est fait de nouveaux amis. Il a recommencé à planifier de courts voyages. Et la dernière fois que nous avons discuté, il m'a dit « Docteur, j'ai appris que vieillir ne consiste pas à attendre la fin, mais à découvrir les chapitres que je peux encore écrire. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, c'est parce qu'au fond de vous, il est encore possible d'échapper à ce brouillard de tristesse qui vous hante. Faites confiance à cette intuition. Elle a raison. 3 choses avant de partir. Premièrement, si cette vidéo vous a touché, aimez-la maintenant, car cela m'aidera à transmettre ce message à davantage de personnes en manque d'espoir. Deuxièmement, abonnez-vous, car chaque semaine, je partage des astuces pratiques pour briser la solitude et retrouver la joie après 60 ans. Troisièmement, regardez la vidéo suivante qui apparaît à l'écran, où je révèle l'erreur matinale qui aggrave la tristesse sans que vous vous en rendiez compte.
et que 90% des seniors commettent chaque jour.